Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de Morandini Live, l'émission de débat sans concession et d'infos sans langue de bois qu'il ne faut pas manquer chaque jour sur CNews. Morandini Live numéro 1036. Voici tout d'abord le zapping de l'actu de ce mardi 14 juin. Et à la une, cette injonction, préparez-vous. Préparez-vous à une vague de chaleur hors norme et même à plusieurs jours de canicule. Ça commence aujourd'hui partout en France et ça va durer. Déjà hier, certaines villes affichaient 36 degrés comme l'a constaté TF1 hier soir. Même dans ce parc marseillais, difficile d'échapper au soleil. Il faut se protéger, hein. Attention, hein, parce que de ne pas attraper l'insolation et tout ça, parce que ça chauffe. Hein. C'est torride, torride, non, là c'est fringant. Hein. On va vite se mettre à l'abri. Le mercure affichait déjà 25 degrés à 10h et jusqu'à 36 cet après-midi. Et ce n'est que le début d'une semaine étouffante. À l'image de ce que traverse déjà l'Espagne, à Madrid, le thermomètre oscille entre 39 et 40 degrés depuis quelques jours. Alors, nous allons souffrir, mais vous l'avez entendu, en Espagne, c'est pire, car la canicule est déjà présente et les 40 degrés sont dépassés dans de nombreuses régions. Dans les écoles, c'est même le système D pour accueillir les élèves, comme l'a constaté France Info. Vaporiser de l'eau sur les élèves pendant les cours, avoir un ventilateur qui tourne à pleine puissance, tous les moyens sont bons pour se rafraîchir dans cette école du sud de l'Espagne. D'ailleurs, à cause des températures élevées, les élèves de 120 écoles de la région rentrent plus tôt chez eux. Je suis très contente de partir à midi. Ils sortent de l'école super fatigués, surchauffés. Nous avons failli nous évanouir. Une atmosphère suffocante qui ne va pas s'arranger. Aujourd'hui, le thermomètre va s'affoler et atteindre 43 degrés dans plusieurs villes. C'est la vague de chaleur la plus précoce en Espagne depuis 41 ans. Voilà, on va y revenir dans un instant. En France, 2 cortèges silencieux étaient organisés dans le petit village de Clessé, où Emma, 13 ans, a été mortellement poignardée par son petit ami de 14 ans. L'émotion était forcément très forte, comme l'ont constaté les journalistes de TF1. Réunis dans le silence, pour une marche derrière Ruby, le poney qu'Emma affectionnait tant. Ce soir, ils sont des centaines à rendre un dernier hommage à l'adolescente de 13 ans, poignardée à mort dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Ses parents prennent la parole pour la première fois depuis son décès. On veut tous vous remercier d'être là pour Emma. Et la seule chose qu'on souhaite, c'est qu'elle reste dans nos cœurs à tous. Et puis ce scandale dans le scandale. Les pizzas Buitoni Fresh Up qui ont rendu malades des dizaines de personnes et qui sont soupçonnées d'avoir provoqué la mort de 2 enfants, eh bien elles sont toujours en vente dans certains magasins en France alors qu'elles ont normalement été interdites. Cela se fait en plein cœur de Paris, près des Champs-Élysées, comme l'a raconté ce matin cette journaliste de RMC qui révèle ce nouveau scandale. On était hier matin tout près des Champs-Élysées, en plein cœur de Paris, dans un magasin Franprix du groupe Casino. Au fond de la boutique, le congélateur. Et bien en évidence dans le congélateur, cette boîte de pizza que vous avez apporté dans ce studio ce matin. Exactement, de la gamme Fresh Up, hein, c'est ça qui nous intéresse, puisque normalement toutes les pizzas de la gamme Fresh Up ont dû être retirées des rayons. Donc c'est impossible normalement de trouver ça dans le commerce. Et pourtant, à la caisse, aucun problème pour payer 7,45 € la pizza. Le gérant du magasin était absent. Voilà, et on va y revenir dans un instant. Les législatives, avec la question de toujours, c'est-à-dire savoir pourquoi il y a autant d'abstentions. France 2 est allé interroger hier soir les abstentionnistes et une certitude, ils ne croient plus en la politique. Je me suis abstenu. Pour moi, maintenant, ça sert à rien de voter. Pour qui que ce soit, maintenant, je voterai. Pour moi, je voterai pas. Je voterai que pour mon maire, c'est tout. On nous promet des choses, on nous dit ça, patati patata, et c'est toujours ceux qui sont, on va dire, en moyenne échelle, qui payent tout, quoi, on va dire. C'est la vérité. Et après, c'est tout. Hein. Vous ne pensez pas qu'en choisissant votre député, par exemple, ça peut justement faire changer les choses? Vous savez vous pensez qu'une personne peut faire quelque chose à l'Assemblée nationale? Une personne? Je ne pense pas, madame. Inutile de vous demander si vous allez voter dimanche prochain. Je n'irai pas voter dimanche prochain. C'est recto. Je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas. Voilà. Et puis dans ces législatives, vous vous souvenez sans doute de ces candidats qui ont galéré sur les plateaux télé. Ils ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. On vous en a d'ailleurs montré quelques-uns ici dans Morandini Live. Eh bien, Quotidien sur TMC a pris des nouvelles de leurs résultats après leur bid télé. Vous vous souvenez sûrement d'elle, une spécialiste renommée des services publics. Evelyne Henry sur la défense du service public. C'est une question piège
Pour moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Je vais laisser ma place à Madame Baza. Eh bien, Evelyne Henry a obtenu 27,4% des suffrages dans sa circo de l'Aube et affrontera une candidate LR au second tour. Autre classique inoubliable de la campagne, cette candidate RN à Belfort, férue d'éducation. Sophie Carnisser, sur l'école. Rien à dire, désolé. Rien à dire. Bon, très bien. Bon, ben rien à dire sur l'école, mais une possible future députée, elle aussi affrontera un candidat NUPES au second tour. Comme quoi, il suffit parfois d'avoir la photo de Marine Le Pen à ses côtés pour obtenir des suffrages. Voilà, rien à dire, désolé. Et pendant que les médias regardent ce qui se passe du côté des législatives, les Français ont des problèmes plus urgents, comme le prix de l'essence. Et ça continue de monter encore et aucun politique n'en parle. Le coup de chaud pour les Français, c'est aussi à la pompe à essence. 103 € pour 48 litres. Les carburants connaissent une nouvelle hausse et cela n'a pas échappé aux automobilistes. Pour faire un plein, c'était 80-90, ça passe en double. Ça fait, voilà, 100, on va dire 150. L'autre jour, on était content et il passait à 1,87 €. On dit yes, ça va. Là, on voit à 2,17 €, c'est pas possible. Cher ou pas cher, je suis obligé. Sinon, demain, je ne peux pas aller travailler. Et puis dans l'actualité également, c'est l'un des plus grands campings d'Europe qui a été évacué hier au Gros du Roi. 400 personnes ont dû se sauver en catastrophe. 130 pompiers mobilisés pendant plus de 2 heures. Les images sont signées France 3. Impressionnant panache de fumée noire visible à des kilomètres à la ronde. L'incendie s'est déclaré vers 13 h dans l'un des bungalows de ce camping municipal, l'un des plus grands d'Europe. Certains vacanciers ont été surpris à l'heure du déjeuner. Ah oui, c'est impressionnant, c'est la fumée montée très haut. Vu qu'il y avait de plus en plus de fumée, donc moi et mon fils, on est revenus ici pour voir ce qui s'est passé. Et puis on a entendu la sirène. Et donc ils nous ont demandé d'évacuer et d'aller à la plage. Pendant plus de 2 heures, appuyés par un hélicoptère, 130 pompiers luttent contre les flammes au cœur d'une végétation particulièrement sèche. Allez, comme tous les jours, les audiences télé, les tops et les flops d'hier soir. C'est avec Mister Audience, alias Yannick Vinel. Hier en Access, aucune chaîne au-dessus des 3 millions. Dans le détail, n'oubliez pas les paroles repassent d'une courte tête devant Demain nous appartient sur TF1 avec seulement 66 000 téléspectateurs d'écart. Le 19-20 stable, c'est à vous sur la 5 à plus d'1 100 000 téléspectateurs. À 20h, c'est une nouvelle semaine qui démarre bien pour Cyril Hanouna qui domine une nouvelle fois quotidien. C'est à vous la suite en forme avec plus de 800 000 téléspectateurs. Les apprentis aventuriers sur W9 à pratiquement 600 000 personnes. Hier soir en prime, la défaite des Bleus sur TF1 logiquement haut avec plus de 6 100 000 téléspectateurs. La série Meurtre au paradis sur France 2 résiste bien en s'approchant des 3 millions. Marié au premier regard sur M6, 3e. France 3 avec Secret d'Histoire faible à 1 400 000 téléspectateurs. Mister Audience vous dit à demain. Et il est 10h45, voici CNews Info avec Mathieu Rio. En France, le prix du gazole repasse au-dessus de la barre des 2 € le litre en moyenne, 2,06 €. C'est le chiffre donné hier par le ministère de la Transition énergétique. C'est un bond de 10 centimes par rapport à la semaine précédente. Cette hausse s'explique par des difficultés d'approvisionnement et l'inflation galopante, alors que l'Union européenne se prépare à cesser ses achats de pétrole et de gazole russe. Ménage, bricolage, soutien scolaire, les Français qui ont recours à des prestataires de services à la personne peuvent bénéficier à partir d'aujourd'hui du crédit d'impôt en temps réel. Ils n'ont plus besoin d'attendre l'année suivante pour percevoir cet avantage fiscal au plafond de 12 000 € par an. Ce sont aux entreprises d'enregistrer leurs clients en ligne auprès du réseau URSSAF. Le Royaume-Uni célèbre aujourd'hui le 40e anniversaire de la libération des Malouines, archipel de l'Atlantique Sud sous contrôle britannique. En 1982, une guerre éclair avait opposé le Royaume-Uni à l'Argentine qui avait envahi le territoire. La Royal British Legion a prévu une cérémonie commémorative au National Memorial Arboretum dans le centre de l'Angleterre pour honorer les anciens combattants et les familles endeuillées.
Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner jusqu'à midi. Jean-Lin Lacapelle, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député européen Rassemblement National. Éric Chall, bonjour. Bonjour. Délégué général de l'UDI, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Ergun Toparslan, bonjour. Vice-président de Territoire de Progrès, majorité présidentielle. Et puis Léon Desfontaines, porte-parole de Fabien Roussel, bonjour. Parti communiste, bonjour. Merci d'être avec nous. Juste avant de parler politique et de vous donner des sueurs, on va parler des températures, justement, qui sont en hausse. Et attention, la canicule arrive. Regardez. Les 22 et 27 mai dernier, un record de chaleur de plus de 60 ans a été battu dans de nombreuses communes de la région. Et ici à Marseille, les habitants ont le sentiment que depuis le thermomètre n'a pas franchement baissé, surtout quand ils travaillent. Il fait chaud? Très très chaud. Quand il y a des canicules comme ça, on essaie de commencer le plus tôt le matin, d'accord, et de finir plus tôt le soir pour que mes collaborateurs évitent de prendre la canicule. Mais c'est très rare. Rare parce qu'il y a des clients et qu'il faut respecter les délais de réparation. Du coup, en fin de journée, on est lessivés. Lessivés même s'ils sont habitués. Les clients de ce restaurant appliquent et conseillent quelques règles de base. On boit de l'eau, c'est sûr. On boit de l'eau. On se ventile. On va à la mer? Dans la colline, on peut les promener, on peut s'isoler dans des maisons. Malgré les 35 degrés annoncés, le patron relativise. La seule année où vraiment ça a été épouvantable, c'était l'année de la canicule en 2003. Alors là, oui, c'était pénible. Mais un épisode caniculaire de 3 jours, bon, ben, ça fait partie de... c'est l'été. En 2003, les zones habituellement chaudes ont eu un taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale. Alors, on est en direct avec Steven Tual, qui est météorologue à Météo Bretagne. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. D'abord, est-ce qu'on peut parler de canicule pour la période qui arrive ? Effectivement, notamment dans le sud-ouest et le centre de la France, où les seuils de canicule seront atteints durant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs. C'est globalement ces conditions qui font que ce sera une canicule. Ailleurs, c'est plus une vague de chaleur. Est-ce qu'on est dans une situation exceptionnelle ? Oui, on est dans une situation exceptionnelle. De tels niveaux de température en juin ont été atteints une fois, c'était en 2019, lors des 27 et 28 juin. Là, à nouveau, on devrait donc, grâce à une dépression positionnée sur le Portugal, avoir ce qu'on appelle un effet de pompe à chaleur, c'est-à-dire une masse d'air centrée au niveau du désert marocain qui va remonter sur la France et nous concerner avec des températures très au-dessus des normales de saison, 15 degrés au-dessus, voire 20 degrés, et on pourrait atteindre jusqu'à 40 degrés dans le sud-ouest, en remontant également jusqu'aux portes de la Bretagne. Et pour le sud de la région parisienne, on devrait être entre 37 et 40 degrés. C'est-à-dire qu'on est entre 15 et 20 degrés au-dessus des normales, c'est ça ? Exactement, c'est tout simplement une dépression positionnée sur le Portugal qui permet justement à cet air chaud de remonter. Il était présent sur l'Espagne déjà ce week-end avec ses records, on les a vus dans vos reportages. Et cette masse d'air finalement va remonter sur la France et occasionner ces températures exceptionnelles, surtout entre jeudi et samedi. Est-ce que ça veut dire forcément qu'on aura un été très chaud ? Alors non, pas forcément. Il n'y a pas de conséquences ou d'impact entre cet épisode de chaleur qui est vraiment donc concentré sur cette mi-juin et d'éventuels autres épisodes de chaleur durant l'été, même si on le voit avec le réchauffement climatique, la probabilité d'avoir des épisodes de chaleur de plus en plus précocement et de plus en plus nombreux est importante. Est-ce que ce qui nous arrive là en ce moment, c'est lié au réchauffement climatique que vous venez d'aborder ? Ça a un lien ou alors c'est simplement un phénomène climatologique comme il peut y en avoir de temps en temps ? Alors statistiquement oui, parce que par exemple cet épisode caniculaire-là, il va être le plus intense et le plus précocement jamais relevé dans les relevés météo. Et le lien avec le réchauffement climatique apparaît quand même évident puisqu'on devrait battre des records mensuels dans beaucoup de villes. Notamment on parle de Tours, on parle de Nantes, de Bordeaux ou encore de Toulouse. Et on remarque également que des records absolus pourraient tomber, notamment du côté de Nantes. Donc c'est une journée par exemple vendredi qui pourrait être la plus chaude relevée dans le centre-ouest de la France depuis le début des relevés météo tout de même. Donc ça montre vraiment que ces épisodes-là sont plus nombreux, plus intenses et parfois même nouveaux. Est-ce qu'on sait jusqu'à quand ça va durer précisément ou on est indécis pour l'instant ? Alors, les chaleurs vont se décaler vers l'est de la France pour la journée de dimanche. Elles sont concentrées entre la Bourgogne notamment et la vallée du Rhône. À l'ouest, en revanche, le temps sera plus orageux, donc les températures vont baisser dimanche. On a quelques incertitudes la semaine prochaine puisque cette dépression pourrait à nouveau se reformer au large du Portugal et de l'air chaud pourrait remonter à nouveau sur la France. Et on a un deuxième scénario où finalement on retrouverait des conditions plus tempérées à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'était très concret, c'était parfait. Steven Tual, merci, météorologue à
Météo Bretagne, merci d'avoir été avec nous. Autre sujet dont je voulais vous parler en début d'émission, c'est ce qui se passe autour des pizzas Buitoni. Alors vous vous souvenez du scandale, vous vous souvenez qu'il y a des dizaines de personnes qui sont tombées malades, certaines ont été hospitalisées, il y a 2 enfants qui seraient décédés et la décision avait été prise de retirer de la vente toutes ces fameuses pizzas Fresh Up. Et bien ce matin, une de nos consoeurs de CNews a révélé que certains magasins, de RMC pardon, a révélé que certains magasins continuaient à vendre ces pizzas. Il s'agit de magasins Franprix et cette journaliste de RMC a acheté hier d'ailleurs une de ces pizzas qui était en vente alors que c'est interdit normalement. Vous allez entendre, elle a diffusé ce matin l'interview du gérant qu'elle a appelé au téléphone en lui disant « Mais pourquoi vous vendez ces pizzas alors que c'est interdit ?» Vous allez entendre la réponse du gérant, c'est totalement surréaliste. C'est retiré déjà, on ne les vend plus? Bah, j'en ai acheté une dans votre boutique ce matin, monsieur. Ah bon? C'est interdit à la vente. J'ai pas assez de place en bas. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Mais j'ai désactivé déjà le code barre. Ils vont retirer le reste de rayon tout de suite. Donc du coup, vous mettez des produits potentiellement contaminés dans un congélateur accessible au public? Normalement, il y a un blocage. Ah, c'est pas de chance, hein. Moi je l'ai acheté. Oui, on n'a pas de chance, c'est tombé sur vous et c'est tout. Sinon, on ne vend pas. Voilà, et ce matin, cette journaliste a également révélé qu'elle a trouvé également dans un autre magasin Franprix cette pizza Fresh Up. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs magasins Franprix qui les vendent. La direction de Franprix a été contactée également par nos confrères de RMC. Elle estime qu'elle a donné ordre à tous ces magasins de retirer de la vente ces pizzas, mais qu'elle n'est pas allée vérifier si ça avait été fait. Donc voilà, ça se retrouve dans certains magasins. Mais désormais, la vérification va avoir lieu. On est en direct avec Maître Pierre-Henri Bovis, qui est avocat de famille de victimes. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous. C'est quand même surréaliste parce qu'on est sur un scandale qui a été un scandale national, qui a été traité dans tous les médias. Et vous avez encore des gérants de magasins. Et en plus, voilà, on n'est pas dans un coin paumé. On est sur les Champs-Élysées, on est à Paris. Et ces gens-là se permettent de laisser en vente dans les rayons ces pizzas. Bonjour Jean-Marc, écoutez, je viens d'écouter, je viens d'entendre les explications de ce gérant. Si l'indignité devait avoir un visage, il aurait le sien. Ses propos sont inacceptables. En plus, cette justification, si vous voulez, ne tient pas la route. Il faut quand même rappeler que la mise sur le marché d'un produit qui n'est pas conforme et en plus qui est susceptible d'être dangereux pour la santé de l'homme est déjà pénalement sanctionné, de la tromperie aggravée, de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc on comprend bien en plus que l'absence de mise en œuvre des procédures de retrait rappel pour un produit alimentaire dangereux est lourdement sanctionnée. On parle d'une amende de 600 000 euros et lorsque c'est une personne morale, ça peut être majoré jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. Donc déjà, premièrement, les gérants de ces magasins mettent gravement en danger la santé des consommateurs en connaissance de cause, et en plus on court une sanction pénale et une lourde sanction financière. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de ces gérants de frauder et surtout de mettre en danger volontairement, sciemment, des touristes, premièrement, des Français, évidemment, compte tenu des risques sanitaires et du scandale que les pizzas Buitoni ont pu créer depuis maintenant plusieurs mois. Ce n'est pas un scandale qui date d'il y a quelques jours. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'on en parle. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés graves. Je ne comprends pas comment, en tant que gérant de magasin, on peut tolérer toujours cette mise en vente de produits alimentaires. Notre consoeur de RMC le disait, elle en a trouvé dans d'autres magasins Franprix, dans au moins un autre également à Paris. Franprix annonçait que maintenant ils allaient vérifier, mais je pense que ces gérants, au fond, se sont dit, voilà, on a de la marchandise, on va la vendre, parce qu'autrement, c'est de la perte pour nous. Je pense que c'est ça le raisonnement, mais ça paraît hallucinant de raisonner comme ça, alors qu'il y a la vie de gens qui est en danger. C'est pas juste une image, parce qu'on rappelle qu'il y a 2 enfants qui sont morts quand même. Et exactement. Alors si c'est cette raison, et c'est peut-être la plus plausible, c'est vraiment de l'égoïsme pur. Et encore une fois, c'est de l'inconscience, puisque ces gens-là, ces personnes-là pourraient avoir du sang sur les mains. Il faut vraiment ne pas avoir peur des mots. Comme vous l'avez dit, des enfants sont morts, des enfants ont été gravement atteints, gravement malades. Et d'ailleurs, certains enfants qui s'en sont sortis pourraient avoir des complications dans les années à venir. Et là encore, c'est le flou artistique total. Les médecins ne savent pas vraiment quels pourraient être les risques à moyen ou long terme. Donc vraiment, moi j'appelle les gérants des magasins à faire preuve de responsabilité, à être raisonnables sur
sur la vente de ces produits et surtout faire attention aux produits qu'ils mettent en vente. Moi, je pense vraiment, d'une manière plus générale, que sur ces procédures de retrait-rappel, il faut mettre en place des outils de traçabilité qui sont beaucoup plus performants et encourager les producteurs et distributeurs à se doter de procédures d'analyse et de maîtrise des risques qui leur permettraient de gérer les retraits-rappels et à renforcer la formation des personnels concernés. Et en ce sens, on ne peut qu'appeler les propriétaires de ces grandes chaînes à vraiment faire en sorte que les franchisés déjà jouent le jeu, mais surtout soient responsables sur les produits qu'ils mettent en vente. Comme je le rappelle, encore une fois, il y a un risque pénal qui est très fort et une sanction financière, comme je vous l'ai indiqué, qui est très lourde et qui peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires du magasin. Maintenant, c'est vraiment, si vous voulez, désolant et désespérant, même j'ai envie de dire, de devoir menacer les gérants d'une sanction financière, d'un risque pénal pour éviter qu'ils mettent en vente des produits qui sont dangereux pour la santé et qui pourraient même causer la mort. C'est désolant même d'en arriver là. Maître, que peut faire un client si on va dans un magasin et on s'aperçoit que ces pizzas Fresh Up sont toujours en vente alors qu'elles ne doivent pas l'être? Parce qu'on se dit, nous Français, on est au courant parce qu'on a suivi l'actu, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, mais j'imagine un étranger, surtout dans ce coin des Champs-Élysées, mais il y a peut-être d'autres coins en France, hein, il y a des touristes un peu partout en ce moment qui ne sont pas au courant du scandale, qui vont aller dans le magasin, qui vont acheter, donc qui risquent leur vie. Qu'est-ce que peut faire un particulier quand il va dans un supermarché et qui voit que ces pizzas sont toujours en vente? Il n'y a pas de numéro à appeler, on ne va pas appeler la police? Alors, il y a deux solutions. Vous pouvez effectivement appeler la police pour dénoncer justement ces agissements, ou alors vous adresser directement au procureur de la République, soit à votre nom, soit à travers un avocat. Mais je pense qu'il faut vraiment alerter les autorités sur les magasins qui pourraient continuer à vendre ces produits, puisque, encore une fois, et comme vous le dites à juste titre, Jean-Marc, si une personne n'est pas au courant de ce scandale sanitaire et du risque qu'elle encourt et qu'elle achète cette pizza, elle peut tomber malade, voire même peut-être mourir, ou en tout cas faire mourir un jeune enfant. Donc je pense que vraiment il faut alerter les citoyens sur cette mesure, alerter les autorités, soit le procureur de la République, soit alors effectivement la police. Merci beaucoup, Maître Pierre-Henri Bovis. Je vous voyais réagir, Jean Lacapelle, par rapport à cette affaire. Oui, je trouve ça presque criminel, je dirais, de laisser des produits contaminés en vente libre. Mais il y a plusieurs problèmes là-dedans. Moi, je me souviens un jour de l'affaire Lactalis, rappelez-vous, il y avait du lait en poudre pour enfants qui avait été contaminé et où le producteur avait mis du temps à reconnaître son erreur et les distributeurs avaient continué à commercialiser le produit. Et en fait, là, on est sur un espèce de triumvirat. Il y a le producteur, c'est Nestlé, qui doit retirer ses produits de la commercialisation. Il l'a fait, mais on sait que ça a beaucoup traîné parce qu'à un moment, rappelez-vous, Nestlé a mis du temps à reconnaître que ses pizzas étaient contaminées. Après, il y a le distributeur, en effet, c'est le groupe Casino qui notamment gère... Franprix fait partie de Casino. Exactement, gère l'approvisionnement de l'enseigne Franprix et qui doit faire la police, bien évidemment, dans ses différentes filiales. Et puis, il y a la DGCCRF qui représente le gouvernement et qui est censée, elle, contrôler. Et donc, c'est pas normal que la DGCCRF ne soit pas impliquée dans une affaire comme celle-là. Alors, elle peut pas, bien évidemment, contrôler tous les magasins, mais je ne sais pas si, déjà, pour des raisons un peu de dissuasion, elle l'a fait. Mais c'est un vrai travail collectif qui doit être fait. Mais quand je vois que la vie, en effet, de certains Français est mise en danger, que 2 sont déjà morts... Français ou étrangers, parce qu'il y a des touristes. Exactement. Mais que ce gérant et la parole libre, là, aujourd'hui, il soit pas poursuivi, je trouve ça extrêmement grave et dangereux. Allez, dans un instant, on parle de politique. On va parler en particulier de l'abstention. On va parler des consignes qui sont données par En Marche pour l'instant. Il est 11h. Voici CNews Info avec Mathieu Rio. À Grenoble, la police lance un appel à témoins après une agression très violente qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé en plein centre-ville dans la nuit du 25 au 26 mai. Issam Bouzalmi a voulu venir en aide à un couple pris à partie par 3 personnes. Les agresseurs se sont alors retournés contre lui. Ils l'ont roué de coups, le laissant pour mort. C'est le 3e jour du procès de Dino Scala, jugé pour viol
et agressions sexuelles sur 56 femmes. Le portrait élogieux dressé par son épouse hier s'est heurté aux témoignages accablants des autres femmes de son entourage. Selon l'une de ses belles-sœurs, c'est un pervers, manipulateur, un animal. Elle évoque un soir où il aurait mis des substances dans le repas. Le lendemain, elle s'est réveillée déshabillée. Personne ne me croyait, dit-elle. L'équipe de France de football éliminée hier en Ligue des Nations. Les Bleus ont perdu 1-0 hier contre la Croatie avec ce but à la 4e minute de Luka Modric sur penalty. Éreintés par leur saison et perturbés par les blessures, les hommes de Didier Deschamps terminent dernier de leur groupe à la 4e journée sous les sifflets du Stade de France. On va parler des législatives, on va parler de ces jeunes qui ne votent plus parce que beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais je voudrais auparavant vous faire écouter une réaction. C'est celle d'Arthur Germain, vous savez, c'est le fils d'Anne Hidalgo. Et il a fait une photo avec son bulletin de vote et une poubelle en disant voilà, moi je vote et je mets ces bulletins de vote dans une poubelle. Et il a expliqué hier chez nos confrères de France Bleu pourquoi est-ce qu'il avait fait cette photo et ce qu'il voulait dire. Et c'est intéressant parce que c'est une certaine mentalité. En plus, il baigne dans cet univers politique grâce ou à cause de sa maman. On l'écoute. Déjà, la photo, c'était pour faire un petit clin d'œil à tous ceux qui mettent une petite photo en mettant à voter avec leur bulletin de vote. Voilà, donc vous voulez reproduire quelque chose un peu comme ça. Et l'idée, c'est de dire aussi que le non-vote, le fait de ne pas voter, c'est exprimer son opinion politique. Et pour moi, c'était important de le faire parce que je voulais montrer que le fait de ne pas voter, déjà c'est un droit, hein, on l'oublie très souvent, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas d'accord avec la société. On n'est pas d'accord avec la société en profondeur et qu'on se dit que on veut pas voter pour le moins pire et on veut pas voter pour quelque chose qui ne va pas changer en profondeur le système. Arthur Germain, fils d'Anne Hidalgo, Léon Desfontaines, puisque vous faites partie de la même génération que lui a priori, vous le comprenez ? Non, lui en tant que tel je le comprends pas, je pense pas qu'il est représentatif d'ailleurs de l'abstention vu comment il justifie pourquoi il n'a pas été voté. Il dit que c'est un signe de ne pas voter, il dit c'est un signe, ça veut dire qu'on n'adhère pas. Il dit que c'est une conviction politique. Ouais. Moi vous savez dans mon entourage j'ai beaucoup de jeunes également dans mes amis qui n'ont pas été votés, la plupart ne justifient pas politiquement ce vote là, c'est qu'aujourd'hui en réalité ils ne se sentent plus représentés et j'ai un peu de mal depuis quelques jours je dirais avec le fait que peu importe la couleur politique, on vient de culpabiliser les jeunes sur l'abstention en disant eh oh les jeunes là on agit pour vous, ça serait bien que vous vous bougiez pour aller voter. Moi j'invite tous celles et ceux qui interpellent les jeunes, je sais que c'est plus à la mode, mais peut-être à faire un peu plus de politique et d'aller essayer de convaincre les jeunes d'aller voter. De montrer que la politique, c'est pas forcément quelque chose de barbant et que c'est pas quelque chose de déconnecté de nos réalités, mais qu'elle peut parler de nous, de notre quotidien et des manières de le changer. Et ça, ils ne sentent pas du tout, les jeunes. Et ça, ils le sentent pas du tout. Mais bien sûr qu'ils le ressentent pas du tout. C'est votre faute. Et bien sûr qu'on a la classe politique en général a sa part de responsabilité à ce sujet. Et j'espère que dans les jours qui viennent, on arrivera enfin à avoir des débats politiques. Mais je parle de débats sur des propositions contre propositions, projet contre projet. Ça tout le temps à la télé. Mais non, excusez-moi. écoutez ce qui a été dit le soir du premier tour, En Marche qui dit appeler à voter contre les extrêmes. Mais pourquoi ne débattons pas de notre projet politique, de la retraite à 60 ans, d'un revenu pour tous les étudiants, d'un investissement dans les services publics? Ces sujets ne sont en réalité que très peu abordés. Et après, on s'étonne que les jeunes s'éloignent de la politique. D'abord, une chose brièvement, pour revenir sur la photo que vous avez montrée, puisqu'il se prétend écologiste, quand on veut mettre du papier, on le met dans une poubelle jaune, pas dans une poubelle verte. Il est peut-être comme nous, il ne comprend rien aux mesures d'Anne Hidalgo. Probablement. Peut-être qu'il n'écoute pas sa maman. Ça, c'est la première chose. Après, je vous rejoins sur un point. Moi, il y a quelque chose qui me fatigue en ce moment, c'est qu'on travaille on réfléchit sur les moyens et pas sur les causes. Donc, ces derniers jours, on nous a expliqué que pour lutter contre l'abstention, il fallait peut-être réfléchir au vote par procuration, au vote par correspondance, peut-être voter en semaine, augmenter le nombre de procurations. Enfin, faut arrêter. Il y a quelques minutes pour aller voter dans une journée. Si les gens ne vont pas voter, c'est pas parce qu'on leur facilite pas la tâche. On va pas proposer bientôt le vote par SMS. C'est parce qu'on ne propose pas les bonnes solutions. Donc, bien entendu, c'est la classe politique. Alors, c'est facile de dénoncer les voisins, mais on doit tous se remettre en question. Ça, Léon Desfontaines. Mais je le dis à nous, mais nous-mêmes, on se l'applique tous. Quand il y a un Français sur deux qui va pas voter avec une offre politique prétendument aussi large, il faut réfléchir. Mais vous savez, par exemple, les jeunes, notamment
Le fils Germain se soucie des questions écologiques, mais aujourd'hui tous les partis politiques rajoutent un petit volet écologique à leur programme. Pour faire bien. En disant, tiens, il faut quand même qu'on parle d'écologie, on rajoute un xème chapitre, mais ça devrait être la matrice. Là aujourd'hui, on parlait au début du climat, on parlait de la canicule, ça c'est des problématiques qui concernent les jeunes. Mais si vous ne faites pas de l'écologie, par exemple, une matrice, si on ne se dit pas que toutes les politiques publiques doivent être passées au crible de l'urgence climatique, qu'on doit se poser la question de la neutralité carbone sur tous les sujets, vous n'intéresserez pas vraiment les jeunes. Il faut vraiment qu'on y aille. Il faut arrêter de considérer que l'écologie, par exemple, c'est un volet, un xème volet d'un programme politique. Alors Ergun, je vous donne la parole, je voudrais qu'on écoute ces jeunes, justement, puisque France 2 est allé interroger hier soir des jeunes et leur a demandé pourquoi ils n'étaient pas allés voter dimanche. Alors vous, est-ce que vous êtes allé voter hier? Non, ni l'un ni l'autre. Et alors pourquoi? J'ai complètement oublié. Vous avez oublié? Vous n'aviez pas du tout suivi les débats? Vous ne saviez pas que c'était le premier tour hier? Ah non, j'avais attendu parler, mais après, avec le temps, j'ai oublié quoi. Un scrutin oublié ou considéré comme secondaire. Je trouve que comparé à la présidentielle, c'est pas, il n'y a pas de grand impact. Pour vous, il n'y a que la présidentielle qui compte, c'est ça? Pour moi, oui. Ergun, quand vous entendez ces jeunes, ils s'en foutent en fait. Ouais, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu ressentir, nous, lors de ces dernières élections législatives, auxquelles j'ai été candidat personnellement. On avait une grande difficulté à les convaincre les gens. C'est tout d'abord donner du sens aux élections. On n'a pas eu trop de débats dans l'élection présidentielle, ce qui nous a posé pas mal de problèmes pour essayer de mobiliser. On avait déjà une grande abstention. Aujourd'hui, on a une abstention encore plus historique. Et moi, je crains que dans les années à venir, c'est devenu dans les habitudes de ne pas aller voter le dimanche, de faire autre chose, peu importe le jour du vote. Moi, ce que je conseille aux jeunes, s'ils ne se sentent pas représentés par l'offre politique qui est faite, qui est quand même assez large aujourd'hui dans notre pays, c'est tout d'abord de s'engager eux-mêmes. Si M. Germain a des propositions à faire et veut proposer une refondation complète de notre système, qu'il se pose, qu'il crée un parti politique, qui porte... Non, mais c'est pas lui en particulier. Oui, non, je veux dire... Lui, faut pas lui taper dessus non plus, parce que... Après, la réalité aussi, c'est que le monde politique, il est pas très représentatif du monde dans lequel vivent les jeunes. Et donc, on sait la difficulté qu'on a. D'un autre côté, quand on a des jeunes qui rentrent en politique, c'est pas systématiquement suivi. Donc tout ça est un problème majeur qui nous concerne tous, peu importe le parti politique. Il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Je suis d'accord sur le fait de dire il faut qu'on amène du débat, mais pour autant, il y a aussi des choses assez compliquées quand on voit des alliances de circonstances. Ça pose le doute et ça crée pas... on revient à la politique politicienne. Jean-Alain Capelle, et ensuite on va parler de politique politicienne. Vous inquiétez pas. Un exemple, c'est très personnel. J'ai 4 enfants. Ils sont majeurs. Ils n'ont pas voté au régional et au départemental, sans me le dire. Je l'ai appris a posteriori. Mais pour essayer de comprendre pourquoi ils n'avaient pas voté, eux me disaient d'abord, on sortait du confinement. Et d'abord, c'est quoi les départementales et c'est quoi les régionales? Ça, c'est sûr. Et ça, on avait reproché au gouvernement de ne pas aussi avoir mis en place une démarche de communication pour expliquer aussi pourquoi il faut les voter et à quoi servent les collectivités locales. Ça, il y a un vrai problème de pédagogie. Et puis le deuxième problème, c'est cette désertion, en effet, aujourd'hui des urnes de la part des jeunes qui aussi ont l'impression qu'ils ne sont pas représentés dans les institutions. Le mode de scrutin, c'est un débat qu'on a eu, et qu'il faut bien évidemment avoir, mais on ne peut pas avoir Emmanuel Macron qui promet pendant sa campagne en 2017 la proportionnelle, qui, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, promet de nouveau l'application de la proportionnelle, et finalement trahit en quelque sorte les Français. On l'a vu, mais cette désertion, elle date même de 2004, du référendum, rappelez-vous, sur la Constitution européenne, où les Français, le peuple français dit non à la Constitution européenne, et finalement, par le traité de Lisbonne... Les jeunes, ils avaient 4 ans en 2004. Oui, mais d'accord, mais vous savez, tout ceci les écrase. Tout ceci les écrase. Mais vous savez, regardez, moi j'ai juste une petite image là. Juste une petite image, c'est ce que serait l'Assemblée nationale si on était, comme tous les pays européens, avec un mode de scrutin proportionnel. Premier parti de France, 132 députés, le Rassemblement national. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, vous savez. Non, mais il n'y a pas que ça, mais c'est une explication. Je crois qu'il y a un problème d'organisation. Non, mais si les Français, je veux dire, votaient et savaient que leur voix leur permettrait d'avoir des députés massivement à l'Assemblée pour les défendre, je peux vous dire que... Mais je pense qu'il n'y a pas de ça, je pense qu'on ne comprend pas l'enjeu de ces législatives. Parce qu'elles sont collées à la présidentielle. Si c'était décalé, par exemple, si c'était en milieu de mandat du président, là, ça aurait un sens. Vous avez compris pourquoi ils le font plus. Bien sûr, pour éviter les cohabitations, celle de 86 et celle de 95. Mais honnêtement, ça changerait tout. Parce que si vous avez... Ce serait en blocage constant, ça serait... Mais pourquoi? Parce que le président serait refusé. Ça s'appelle l'alternance. Non, mais on a un président qui est élu sur un projet. S'il n'arrive pas à le mettre en œuvre... Mais si au bout de 2 ans, les Français disent... Mais si au bout de 2 ans, les Français trouvent que le président n'a pas mis en place son projet et ne veulent autre chose, ils pourraient le dire. Parce que là, ça sert à rien d'aller voter 2 mois après. Franchement, honnêtement, vous jugez quoi? Vous jugez quoi 2 mois après? Le président, il a disparu depuis la présidentielle, de toute façon, donc il n'a rien fait. Le gouvernement, il n'existe pas. On ne sait pas où il est. Donc vous voulez juger quoi? Et il y a un devoir de réserve. réserve. Forcément un jugement en élection législative, en réalité, mais ça représente 2 choses. Ça représente tout d'abord
une représentation d'un territoire qui est très importante quand même. Vrai aujourd'hui. Bah si, je suis désolé. Ah non, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on peut parachuter Avant, encore, on pouvait être élu local et être élu national, ce qui était plutôt une bonne mesure parce que du coup on avait une attache territoriale. Aujourd'hui, on est parachuté, on peut être élu municipal, mais on peut plus être dans les exécutifs. Oui, mais et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, notamment depuis la République en marche, pris une veste parce qu'il a été parachuté. Et en fait, c'est un souci. Aujourd'hui, les Français ne connaissent plus les députés pour lesquels ils votent. Ils ne le connaissent plus nommément. Il suffit de faire un sondage et de regarder. Je pense que la grande majorité ne les connaissent pas et pour cause, ils ne les voient jamais sur leur territoire. Moi, je suis attaché quand même à cette idée qu'un élu est attaché à un territoire. Et les élections législatives, justement, je suis d'accord avec vous, doivent permettre justement à ce qu'on ait des élus qui puissent être présents sur le territoire et faire remonter les problématiques que vivent nos concitoyens au plus proche de leur réalité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et en plus, ça va plus loin que ça. En effet, on arrive à un bout du système, c'est le passage du quinquennat. Tout simplement avec l'hyper-présidentialisation. Et d'ailleurs, les jeunes l'ont très bien dit, ils pensent qu'à part la présidentielle, il n'y a rien d'autre qui... Et moi, je vous le dis, remettons les législatives en milieu de mandat et vous allez voir, je suis sûr que les gens retourneront voter parce qu'ils auront des choses à dire au président. Ils auront à lui dire oui ou non. Oui, la politique est mise en place. Oui, c'est la politique qu'on veut ou non. Éric Chall. Oui, c'est marrant parce que là, on vient de dire beaucoup de choses très différentes, mais finalement, on en revient encore aux outils et à la bidouille électorale. On se dit, tiens, comment faire pour intéresser les gens? On se pose la question du mode de scrutin, on se pose la question du moment auquel on travaille. Mais quel enjeu? C'est l'enjeu qui compte. Non, mais je suis d'accord avec vous. Là, vous avez entendu les gens, ils ont l'impression que ça sert à rien d'aller voter. Mais justement, ce que je veux vous dire, c'est que on reparle de système et on ne reparle pas du fond. Parce que, en fait, l'élection présidentielle, on vient de la vivre. Mais la participation, elle n'était pas infiniment supérieure. Là, on se dit qu'on pleure parce qu'il y a moitié de participation. Enfin, quand vous avez 70% de participation pour une élection présidentielle qui est censée être la mère des élections, c'est pas non plus extraordinaire. Moi je pense que ce serait trop long de rentrer dans le débat de l'élection à mi-mandat, qui a des avantages que vous avez évoqués, qui a aussi un certain nombre de limites, parce qu'on aurait des temps du coup de gouvernance extrêmement courts de 2 ans à 2 ans et demi. Mais simplement, je trouve que le système qui fait qu'on a des législatives 1 mois et demi après la présidentielle, pour le coup, est un non-sens. Soit on écarte, comme vous l'aviez proposé, soit on fusionne beaucoup plus rapidement. On peut voter quasiment en même temps, on peut le faire dans la foulée. Tous les candidats des législatives des partis politiques étaient préinvestis avant. D'ailleurs, il y en a plein qui renoncent après le résultat des présidentielles. Il y en a plein qui ont renoncé au lendemain parce qu'ils attendaient d'avoir le résultat. On pourrait quasiment tout faire en même temps. Et d'ailleurs, et si vous me dites, ah oui, mais à ce moment-là, s'il y a un décalage entre la présidentielle et l'élection législative, ça poserait un problème. Ben non. Premièrement, parce que je pense que, qu'il y aurait l'effet d'entraînement réel et pas avec le ressac qu'on a ensuite. Et 2, tant bien même qu'il y aurait un décalage entre le président de la République et les législatives, à ce moment-là, le Parlement redeviendrait totalement souverain parce qu'on se rendrait compte que dans ces cas-là, le président ne sert à rien et que, en fait, notre système, il est parlementariste et que c'est le Premier ministre qui serait... l'émanation de l'Assemblée nationale. S'il y avait un décalage. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, c'est le président qui fait tout, et avec une Assemblée nationale qui est souvent une Assemblée godillot. Et un gouvernement qui est le cabinet du président. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de décalage complet. Vous oubliez comment on en arrive là. On en est arrivé là parce qu'il y avait un système de blocage dans notre pays à un moment donné. Regardez aujourd'hui. Ah mais je suis désolé, mais si à un moment donné on élit un président et que tout de suite après on se retrouve avec une Assemblée nationale qui est contre le président, on va pas pouvoir mettre en place une quelconque politique. Donc il y a des choix qui sont faits, qui sont importants lors de la présidentielle, effectivement, peut-être pour certains un peu trop importants, mais à date, aujourd'hui, c'est le système qui nous a permis de mettre en place le plus de politique de celui qui a été élu. Donc revenir sur des schémas de la 4ème République, etc. Pendant ces 5 ans, elle n'a pas servi à grand-chose. Elle a dit oui à tout à Emmanuel Macron. Je suis pas d'accord. Il y a beaucoup de travail que vous voyez pas, qui se font beaucoup en commission. Il y a aussi le travail d'ancrage local, peu importe l'étiquette. Mais vous êtes d'accord qu'elle a dit oui à tout ce que voulait Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, ça a servi à rien. Et c'est pas ça le rôle de l'Assemblée nationale, c'est pas de valider tout ce que dit le président, c'est de proposer. C'est beaucoup de choses qui ont été amendées, vous dites. Légèrement. Bah non. Et ça va être pire dans ce second quinquennat parce qu'il n'y a plus maintenant l'enjeu de la réélection d'Emmanuel Macron, puisque vous savez qu'on est sur 2 quinquennats et maximum. Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron va pouvoir maintenant appliquer et aller au bout de ses obsessions, notamment la retraite à 65 ans. C'est ce que les Français, c'est ce qui attend les Français. Sauf si il y a encore un sursaut dimanche prochain parce que c'est possible. Et que c'est la NUPES qui arrive en tête, c'est ce que vous voulez dire. Non. C'est le seul moyen. J'espère qu'on va en parler. Je vous charrie. On va en parler tout de suite et on va parler également de ces accusations de bidonnage qui sont faites par les Insoumis. Pour l'instant, il est 11h15, c'est News Info, Mathieu Rio. En Ukraine, le coût humain de la bataille de Severodonetsk est terrifiant. Selon le président Volodymyr Zelensky, 100 à 300 soldats ukrainiens y
sont tués chaque jour selon Kiev. Seule une artillerie moderne assurera notre avantage, assure le président ukrainien. Selon des experts américains, l'Ukraine a épuisé son armement de fabrication russe et soviétique et dépend désormais exclusivement des armes fournies par les Occidentaux. Aux États-Unis, Joe Biden prévoit de se représenter à l'élection présidentielle en 2024. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Ces derniers jours, plusieurs élus et personnalités du Parti démocrate ont émis des réserves sur une nouvelle candidature du président sortant. En cause, son âge, 80 ans en novembre prochain, et son impopularité. Ce mardi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. À Paris, l'établissement français du sang organise des collectes dans des lieux culturels depuis le 31 mai jusqu'au 24 juin, avec au moins une collecte au Carrousel du Louvre, au musée d'Orsay ou encore au Parc des Princes. Les réserves de sang restent faibles depuis la crise sanitaire du Covid. Gérald Darmanin a-t-il manipulé les chiffres, a-t-il manipulé les résultats de ces législatives? C'est en tout cas ce qu'affirment les Insoumis. Regardez. C'est Manuel Bompard, candidat de la NUPES, arrivé en tête dans la circonscription jusqu'ici détenue par Jean-Luc Mélenchon, qui a ouvert les hostilités. Dans un tweet, il conteste les résultats définitifs des législatives du ministère de l'Intérieur, qui selon lui ne prendraient pas en compte tous les candidats NUPES pour placer la majorité présidentielle en tête. Pour Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord, Gérald Darmanin est en grande partie responsable de la situation. Et là, il a trouvé une nouvelle astuce, c'est qu'il requalifie certains candidats, ou il les classe divers gauche alors qu'ils sont clairement de la nouvelle Union populaire, pour faire artificiellement apparaître Emmanuel Macron en tête. Selon le ministère de l'Intérieur, certains candidats comme Dominique Potier en Meurthe-et-Moselle auraient renoncé à l'investiture NUPES et seraient donc classés en divers gauche. De même pour Damien Abad, catégorisé en divers droite et non dans la majorité présidentielle. De son côté, Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, renouvelle sa confiance dans les services du ministère de l'Intérieur. Les services du ministère de l'Intérieur que je connais bien font avec les préfets au plus près du terrain en fonction des remontées, des déclarations des candidats. Ne cherchons pas à rajouter du complot à la culture complotiste que l'on connaît dans la France insoumise. Dans un communiqué, la NUPES indique qu'elle mettra en place une autorité électorale indépendante si elle obtient la majorité à l'Assemblée nationale. Ergun Topasland, la majorité présidentielle, petits arrangements entre amis? Pas du tout. D'ailleurs, on parlait pourquoi les jeunes ne vont pas voter, c'est pour ce genre de oui, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est lamentable. En réalité, ok, il y a un sujet statistique, c'est-à-dire quand on va à la préfecture, on coche des cases. Et Dominique Potier, que je connais très bien, qui est de mon département, n'a pas voulu cocher ni la case et les filles ni celle du PS parce qu'il ne se retrouvait pas dans cet accord-là. Il avait un très grand ancrage local fort. Il n'y a pas de magouille, c'est ce que vous dites, vous? Il n'y a pas de magouille, c'est-à-dire que c'est juste qu'après, les filles NUPES n'ont pas mis de candidat face à lui. C'était très simple et très statistique. Maintenant, faire des heures de démission là-dessus, je trouve que c'est typiquement là, j'imagine qu'il y a plein de personnes que ça a déjà dû saouler et ça n'intéresse même pas pour le second. Ouais, parce que comme ça vous va pas, vous non, pas du tout. Non, mais je veux dire, que ça saoule. C'est assez non, simple comme stratégie. C'est pas que ça me va pas, c'est que c'est. Bah, il y a magouille ou pas? Il n'y a pas de magouille. Comment vous voulez qu'il y ait une magouille? Eric Charles, magouille ou pas? Alors non, pas magouille, mais je vous réponds très précisément. Bon, c'est vraiment une polémique de la France insoumise qui, comme d'habitude, a un problème avec les résultats et essaye de requalifier les résultats. Je vais être très précis avec vous. Selon les résultats du ministère de l'Intérieur, la NUPES était notée à 25,66 et les candidats ensemble à 25,75, c'est-à-dire 0,09 points d'avance. Et donc ils veulent basculer devant. Et ils cherchent tel ou tel type de candidat qui ne rentrait pas dans les cases. Ils ont raison. Mais ce n'est pas les seuls, parce qu'il y a aussi des candidats en face. Alors il y a un journaliste, Laurent Boissieu, pour ceux qui le connaissent, qui est journaliste à La Croix, qui depuis 20 ans fait un travail extraordinairement fastidieux de recensement de tous les candidats, pour que le travail parfois un peu, comment dire, un peu flou du ministère de l'Intérieur ou des remontées des résultats locaux, pour qu'on puisse requalifier tous les candidats. Et le travail de Laurent Boissieu a montré la chose suivante, ils ont oublié très exactement 0,14% des deux côtés. Et en fait, les résultats définitifs de la NUPES, c'est 25,80%, donc 0,14 en plus, et les résultats définitifs d'ensemble, c'est 25,89, c'est-à-dire de nouveau 0,09. Donc tout ça est ridicule. C'est pas les résultats du Monde. Le Monde a refait également les calculs, et avec les résultats du Monde, c'est la NUPES. Moi, je vous dis que les résultats les plus précis, c'est Boissieu, parce qu'en fait, il contacte absolument tout le monde. Non, mais tous les partis politiques le savent. C'est le travail le plus sérieux, et on le sait. Et alors après, on essaie de faire croire que c'est pas la réalité. Moi, ce que je veux vous dire en conclusion, c'est qu'ils sont sur la grosseur du trait. Ils sont absolument à égalité. Et en plus, ça ne veut rien dire, puisque c'est un résultat. Non, mais c'est un symbole. On sait bien que c'est un symbole. C'est un résultat compilé de 577
circonscription. Et en fait, il y a 577 élections différentes. Donc, on se moque du monde. Écoutez ce qu'en a dit hier Jean-Luc Mélenchon. Il était sur France 2 hier soir et il a dit « C'est une bidouille de République bananière ». Je laisse les plaisirs de la bidouille à M. Darmanin. Il a fallu lui arracher qu'on puisse s'appeler par notre nom en allant au Conseil d'État. Là, ça fait depuis hier soir qu'il essaye de tripoter les chiffres. Il m'enlève des députés de mon compte. Tout ça, c'est fait pour masquer le fait que le parti macroniste, LREM, a subi une lourde défaite, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'il y a aussi une intention qui est de répandre l'idée que nous ne pourrions pas y arriver. Si, nous pouvons y arriver. Enfin, à quelques milliers de voix près, on estime que vous êtes arrivé, enfin, même les chiffres du gouvernement... Je m'en fous, c'est pas ça qui compte. Pourtant, on n'entend parler que ça depuis hier. Oui, maintenant, ça y est, tout est dit. Je ne vais pas perdre de mon précieux temps avec vous à discuter de savoir si dans tel ou tel endroit, on aurait dû me compter. Je sais que c'est une manœuvre, je l'analyse pour ce qu'elle est. Voyez-vous, le pire que je leur reproche, c'est pas leur bidouille. Ça fait très République bananière d'arranger les comptes à la sortie d'un vote. Léon Desfontaines, République bananière. Non, mais en vrai, c'est assez grossier quand même. On a un certain nombre de candidats, notamment en Outre-mer, qui ont, sur leur bulletin de vote, écrit une nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui n'ont pas été comptés, qui ont été comptabilisés en divers gauche. Bon, maintenant, je pense que c'est agiter les choses pour pas grand-chose. En réalité, je rejoins l'intervention précédente. Moi, j'en ai pas grand-chose à faire de savoir si, au final, on est à 0,14, 0,15 au-dessus, en dessous, derrière. La réalité derrière, c'est que est-ce que ces élections législatives ont mis une claque à la Macronie? La réponse est bien évidemment positive. C'est en réalité le plus bas possible. On est en nombre d'inscrits à 12,5 des inscrits aujourd'hui qui ont voté pour le parti de la majorité présidentielle, ce qui est le score le plus bas depuis la Ve République. Comme vous, en fait. Et donc aujourd'hui, et au même niveau que vous avez le résultat, on est à 12,5. Et la différence, c'est que nous n'avons pas eu la présidence de la République. Sauf que vous avez fait 5 points de plus en résultats communaux, législatifs, à la présidentielle juste avant. Oui, non, mais c'est-à-dire que du coup, moi, ce que je constate, c'est l'effondrement de la NUPES. Pour vous, c'est l'effondrement de la NUPES? Bah oui. Je ne sais pas à qui vous allez faire croire ça, mais... évidemment. Quand on nous a annoncé. On nous a annoncé que, en fait, dans toutes les élections législatives, il n'y a pas une progression considérable. Je suis d'accord. Même sur certains niveaux, il y a une dans toutes les élections législatives, on est à 30%, et là, on est à 25%. Ça, personne ne dira. Mais vous savez, c'est normal parce que quand la gauche s'unit derrière son aile la plus radicale, c'est inévitablement ce que ça produit. Jean-Noël Lacapelle. Non, sur l'histoire des chiffres, on va laisser. Je crois que c'est pas très important en effet. On est dans la symbolique, mais j'ai rarement vu un ministère de l'Intérieur qui n'était pas la solde de son gouvernement non plus. Maintenant, il y a 3 chiffres où il y a 3 tendances en effet. Il y a le résultat en effet de la majorité présidentielle qui a jamais été aussi faible. Dans une élection, jamais un socle électoral a été aussi faible après une élection présidentielle. Donc ça, c'est une vraie défaite, bien évidemment, pour Emmanuel Macron et son équipe. Il y a NUPES qui régresse par rapport à 2017, moins 1,5, qui régresse. Oui, mais si on reprend on reprend la configuration et si on consolide les différents candidats qui portaient ces couleurs-là, il y a une baisse, et il y a une baisse également à peu près de 5 points en effet par rapport à la présidentielle. Donc, alors qu'on nous disait qu'il y aurait une grande percée électorale, que ce serait le grand soir de la gauche réunie, historiquement rassemblée, non, ce n'est pas le cas. Il y a un seul parti qui est en dynamique, plus 7 points, c'est l'Assemblée nationale, 19%. Jamais par dans rapport l'histoire. Au présidentiel, vous êtes en baisse. Non, mais si on compare. Le seul qui augmente en réalité, moi, c'est les Républicains et le comparons les législatives avec les comparons aux législatives, on c'est ce que j'ai fait. On va pas comparer. Mais bien sûr, ce qui est normal. Merci de souligner. Jamais un score de notre famille nationale a été aussi élevé aux législatives, 19%. On est présent dans 208 circonscriptions. Il y a 18 départements où faisons le grand chelem. C'est-à-dire, nous avons des candidats dans toutes les circonscriptions au second tour, dans 18 départements. Mais pourquoi vous êtes fait piquer la place par Mélenchon? Parce qu'on a le sentiment que le premier opposant aujourd'hui, c'est Mélenchon. C'est plus Marine Le Pen. Mais comme il y a 5 ans, Jean-Marc Morini, c'est-à-dire que le chouchou de certains médias a été Jean-Luc Mélenchon. Rappelez-vous, il y a 5 ans, on disait que le premier opposant, c'était Jean-Luc Mélenchon. Ça a duré 3 mois. Ça a duré 3 mois. Marine Le Pen est devenue la seule opposante, avec 6 députés seulement. Victimisation de l'extrême droite, vous dit Léon Desfontaines. Avec 6 députés, elle est devenue la seule opposante, et d'ailleurs, elle a été qualifiée au second tour de l'élection présidentielle, donc elle a bien incarné cette opposition. Et elle incarnera de nouveau l'opposition dans le groupe qu'elle présidera dans quelques jours. Il faut que les Français aillent maintenant amplifier ce succès du premier tour, cette dynamique. Vous répondez quoi à Léon Desfontaines qui vous dit c'est encore l'extrême droite qui se victimise au second tour, allez-y, votez pour nous, faites qu'on ait... Vous répondez quoi à Léon Desfontaines? C'est encore l'extrême droite qui se victimise, il vous dit. Non, je dis la vérité. La réalité.
Écoutez, sur France Inter, 65% de temps de parole, Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien CSA. C'est le CSA qui le dit. Zemmour était en tête. Non, mais non, dans tous les médias publics, Jean-Luc Mélenchon a été le chouchou. La réalité, c'est que Marine Le Pen n'a pas fait campagne. Donc forcément, on ne pouvait pas l'entendre parler. Si, elle a fait campagne, croyez-moi. Elle a été absente de tous les médias, elle était absente du terrain. Écoutez, vous avez mal regardé les médias alors. C'est pas grave, mais le sujet est extrêmement clair. Les chiffres l'ont donné. Jean-Luc Mélenchon a eu un temps de parole surreprésenté. En tout cas, la NUPES aura beaucoup plus a priori de députés que le Rassemblement national. Oui, mais vous verrez, mais la NUPES est une alliance très artificielle. On sait bien que tous ces gens-là ne s'entendent pas. Qu'entre le PC, le PS, LFI, les écologistes, ils se détestent. Et vous allez voir qu'ils vont se désunir très rapidement. Et que tout ceci est très artificiel. Vous détestez Laurent Fontaine ? On avait dit que Jean-Luc Mélenchon, il avait dit... Il a trompé les Français. Jean-Luc Mélenchon en disant « Je serai Premier ministre ». Il ne le sera jamais. Il a été le plus malin. Il a surtout été le plus malin. Il est très bon en marketing, il est très bon en communication. Il a été très alors que Marine Le Pen était absente. Il a été très bon médiatiquement, électoralement, idéologiquement, a priori. Non, mais ça, c'est différent. Puisqu'il n'a pas percé électoralement, il n'a pas réussi. Et il signe sa retraite politique, puisqu'il n'est même pas candidat aux élections législatives, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, qui, elle, pour à l'Assemblée nationale, défend les Français et présider le groupe de patriotes. En tout cas, tout le monde semble d'accord avec Ruth de Parslan pour dire que finalement c'est un échec pour la majorité présidentielle. On sait dimanche, on verra si c'est un échec ou pas, s'il y a la majorité absolue ou non. S'il n'y a pas la majorité absolue, c'est un échec. Bah, c'est certain. D'accord. Il faut que le président élu ait une majorité absolue. Après, s'il n'y a pas la majorité absolue, on composera avec... Avec les Républicains ? Oui, sur certains sujets, il faudra moi, c'est clair. C'est bien. C'est bien, voilà, c'est très clair. Non, mais c'est certain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine partie d'élus de droite sur lesquels on partage les grandes valeurs. Effectivement, demain, si on va aller porter des sanctions, par exemple, contre l'Ukraine, on ne pourra pas composer avec. Donc, quand on vote pour les Républicains, on vote aussi pour vous indirectement. Non, mais là, voilà ce que les Français détestent, en fait. Non, ce qu'ils détestent, c'est ce que vous avez fait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire en lançant la balle, Jean-Luc Mélenchon qui va aller choper votre électorat et vous qui va aller choper. Vous savez, moi, j'ai l'exemple. Quand Aurélien Pradé, dans le Lot, n'a pas de candidat en face de la République En Marche, on a compris pourquoi. Quand monsieur Attal, dans le 92, se présente et que le candidat LR oublie d'aller poser sa candidature à la préfecture, vous avez compris que tout ceci sont les arrangements. Les Français ne supportent plus cela. Cependant, mais je crois que vous êtes tous dans le même système. Vous êtes tous dans le même système parce que Jean-Luc Mélenchon appelle à voter Emmanuel Macron au présidentiel. Et bien sûr, il le fait. Il le dit, ne votez pas pour Marine Le Pen. Il appelle à voter évidemment Emmanuel Macron, tout le monde a compris comme ça. Et puis maintenant, on a l'impression que d'ailleurs c'est aussi le contraire, puisque les porte-paroles de votre famille politique appellent à voter NUPES contre les finalement, c'est bonnet blanc. Absolument pas. Bonnet blanc et blanc bonnet. Allez voter à l'Assemblée nationale. C'est juste allez, on va en parler dans un instant. En européen, on sait l'extrême droite. On va en parler dans un instant. On va parler du cafouillage dans la majorité présidentielle sur les appels à voter. Non, mais parce qu'on ne comprend pas s'il faut voter contre les extrêmes, s'il faut voter juste contre le Rassemblement national. Et je crois que même vous n'y comprenez rien. On en parle dans un instant. Vous, pas vous personnellement, mais la majorité. Vous allez nous éclairer. Vous avez 4 minutes pour chercher. À tout de suite. 3 semaines après le chaos au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, les auditions se poursuivent au Sénat pour tenter de comprendre les circonstances des incidents. Ce matin, c'est au tour des dirigeants de la RATP et de la SNCF. Il est notamment question du chiffre polémique donné par le gouvernement français de la présence de 30 000 à 40 000 supporters anglais sans billets. Limiter le tourisme pour préserver le charme de la Corse, c'est la mesure votée par les nationalistes à la tête de la région. Des quotas seront imposés dans 3 lieux touristiques, les îles Lavezzi, Bavella et la vallée de la Restonica. La priorité sera donnée aux résidents corses. Si ce n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation. Il va faire très chaud cette semaine en France. Une canicule très précoce est attendue à partir de demain. Cet après-midi déjà, les températures vont déjà dépasser les 30 degrés dans les 3/4 du pays. Elles pourront monter à plus de 40 degrés en fin de semaine. De nouveaux incendies sont à craindre dans le pays. Allez, les consignes de vote, et en particulier celles données par la majorité présidentielle. Et ça ressemble beaucoup à un grand cafouillage. Regardez. Appelé à faire barrage ou pas, en cas de duel entre la NUPES et le Rassemblement national, comme c'est le cas dans 61 circonscriptions. Pas de consigne pour la majorité présidentielle au niveau national, il faut faire au cas par cas.
Est-ce que pour autant nous appelons à soutenir les quelques candidats qui ont des positions anti-républicaines, les quelques candidats qui ont en suppléant des gens qui ont été condamnés pour avoir caillassé la police? Non. Donc quand on dit cas par cas, c'est effectivement sur très peu de cas, ça se compte sur moins d'une main, nous en remettrons effectivement à la volonté des citoyens. Mais au sein de cette même majorité, d'autres, comme le ministre de l'Éducation nationale, préfèrent une consigne sans ambiguïté. Quelle que soit la configuration, aucune voix ne doit aller au Rassemblement national. Le combat contre l'extrême droite n'est pas un principe à géométrie variable. Lors du second tour des élections législatives, d'autres duels opposeront la NUPES à un candidat de la majorité présidentielle. Dans ce cas de figure, la consigne est claire du côté des Républicains. Il est clair que je considère qu'entre l'extrême gauche, comme l'extrême droite d'ailleurs, parce que c'est la même chose, et un parti de gouvernement, on doit évidemment, au nom de l'intérêt de la France, voter pour un parti de gouvernement. De son côté, Marine Le Pen appelle à ne pas choisir dans les cas où un candidat de la majorité présidentielle serait opposé à un candidat de la NUPES. Franchement, pour les gens qui votent, c'est un peu compliqué de s'y retrouver entre ces histoires d'alliance. Jean-Lin Lacapelle, de toute façon, c'est tout le monde visiblement contre le Rassemblement national. Oui, exactement. Et finalement, on reforme ce Front républicain. On dit il y a quelques semaines, il faudrait quand même que le Rassemblement national soit représenté à l'Assemblée nationale. C'est normal qu'il ait quand même un groupe de députés. Et puis hop, on fait tout pour l'empêcher, bien sûr, d'y accéder, alors que Marine Le Pen a recueilli 42% à l'élection présidentielle, qu'il y a 13,3 millions de personnes qui ont accordé leur confiance à Marine Le Pen. Donc moi, je dis aux gens, tout ceci, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Allez voter pour, bien sûr, les candidats, 208 candidats du Rassemblement national qui peuvent, bien sûr, vous défendre encore contre la retraite à 65 ans, contre la folle politique migratoire, contre les problèmes d'insécurité. Et surtout, tombez pas dans ce piège-là. Moi, personnellement... Vous faites peur, visiblement, alors ceux qui appellent l'extrême droite par rapport à l'extrême droite fait peur, pas l'extrême gauche, pour reprendre ce vocabulaire. Oui, mais l'extrême fait peur parce qu'on est présent dans 208... c'est pas pour ça, c'est pour les idées, c'est plus pour les idées que vous représentez, a priori. Enfin, on fait peur, et vous savez très bien qu'on peut les déranger, mais vous savez, chaque fois, c'est l'invasion des moustiques dès qu'il y a une chance de victoire pour l'Assemblée nationale. C'était le cas dans nos mairies, à Fréjus, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, dans toutes ces mairies, nous les avons conquises. On a tout fait pour dissuader les électeurs de voter pour nos candidats aux municipales dans ces mairies-là. Ils ont gagné une première fois, ils ont été tous réélus à 60, 65 ou 70% des voix parce que les mairies sont bien gérées. Mais écoutez, moi je dis aux Français, tombez pas dans ce panneau-là et venez nous accorder, tombez pas dans ce panneau-là et ne croyez pas en ce cinéma, bien sûr, accordez votre voix aux candidats du Rassemblement national qui vous défendront, qui ne trahiront jamais, qui ne bougeront jamais, qui ne trembleront jamais. Éric Schall, mieux vaut la majorité présidentielle que le Rassemblement national ? Alors, mieux vaut, oui, bien entendu. Oui. Évidemment, c'est absolument clair. Enfin, je fais une distinction entre un parti de gouvernement que nous combattons, enfin, je me considère comme un opposant, et l'extrême droite. C'est infréquentable le Rassemblement national, ils sont infréquentables ? Pas une voix, pardon, mais je vous le dis directement, pas une voix, bien entendu, pour l'extrême droite. C'est pour ça que vous avez fait 4,5 au présidentiel, et qu'un jour, les Républicains disparaîtront. Et quand on a de la clarté, on remonte, puisqu'on a fait à peu près 13% aux législatives, et la clarté, c'est aussi très important. Et pourquoi pas une voix pour le Rassemblement national ? Vous faites partie de ceux qui disent que c'est un parti raciste Je fais partie de ceux qui considèrent que notre engagement politique, je parlais de moi, je ne parle pas de ma formation politique, mon engagement politique, il se construit sur un certain nombre de valeurs, sur des valeurs de liberté, sur des valeurs politiques qui ne sont pas celles du Rassemblement national. Je ne me reconnais pas là-dedans. Je ne vais pas vous faire, le cadeau de vous qualifier, parce que ça va vous donner l'occasion de dire mais vous voyez, on est ceci, on est ceci, on est cela. Non, mais allez-y, c'est intéressant. Vous êtes ensemble sur le plateau, donc allez-y, c'est intéressant. Mais moi, je considère qu'effectivement, il y a des digues. Je considère qu'il y a des propos, alors en tout cas, ce serait trop facile de le qualifier comme ça, mais effectivement, moi, le problème que j'ai avec le Front National, le Rassemblement National, pardon, c'est cette obsession de tout passer par la maîtrise de l'immigration, que tous les problèmes sur les problèmes migratoires. Bien entendu qu'il y a des sujets, bien entendu qu'il y a un sujet migratoire, et la droite et le centre apportent un certain nombre de propositions sur le sujet. Parfois on a du mal, parfois on a plus, effectivement, c'est pas un débat sur l'immigration, on a plus de difficultés à être entendu sur nos propositions, mais je mets évidemment une digue, et je ne suis pas d'accord avec la majorité présidentielle sur un grand nombre de sujets. Nous avons présenté, nous étions en eux sont fréquentables et pas le Rassemblement national. Sur un second tour, vous savez l'expression, au second tour, on choisit. Évidemment, je vous dis, qu'entre un candidat de la majorité présidentielle et un candidat du Rassemblement national, la question ne se pose pas. Le Rassemblement national n'est pas fréquentable. Mais en tout cas, je ne souhaite pas qu'il y ait plus de députés au Rassemblement national qu'il y en a aujourd'hui. Donc vous souhaitez 42% des Français à l'élection présidentielle soient représentés par
6 députés, donc pas plus, 6 députés, vous avez un sens de la démocratie qui vous honore, Mais cher pas, monsieur. pas du tout, parce que moi je suis favorable à plus de proportionnel. Les Républicains sont si faibles parce qu'en fait, ils ont trahi leurs idées. Parce que monsieur... J'arrive, j'arrive. Monsieur pense que, bien sûr, parler d'immigration, ça veut dire, et c'est synonyme de racisme. Non. Non, puisque nous on parle également. L'immigration pose des problèmes, notamment dans l'insécurité. Elle n'est pas responsable de toute l'insécurité. Elle est quand même responsable d'un certain nombre d'insécurités. On n'a pas par hasard 25% de la population carcérale qui est étrangère s'il n'y a pas un lien entre, bien sûr, immigration et insécurité. Je pourrais parler aussi des attentats islamistes qu'on a eus. Mais la préférence nationale, ça vous fait toujours... Il n'y a pas que ça, Jean-Marc Capelle. Il y a également l'économie. Votre programme, c'est le même. Mais non, mais alors, vous pouvez parler de Salingro, puisque votre programme, c'est quasiment celui de la France insoumise en matière économique. Là aussi, on parle des sujets... parce que arrêtez vos caricatures. Arrêtez. Jean-Marc, défendre les Français et leur apporter du pouvoir d'achat, ça n'a rien de gauche. Répondez à Jean-Là plutôt. La première question que vous m'avez posée, c'est de dire vous êtes contre le Rassemblement national parce qu'ils sont racistes. Vous êtes pour les impôts et le recul du pouvoir d'achat. On le sait bien, ça fait 40 ans. C'est exactement mais ça fait 40 ans. C'est justement plus de liberté pour les entreprises. Vous avez rendu... C'est absolument tout l'inverse. Mais vous avez déposé le bilan, vous, de la France. C'est 40 ans que vous êtes dans des formules. Moi, j'essaie juste de vous répondre. Mais vous savez pourquoi vous ne me laissez pas répondre? Parce que quand tout à l'heure, je vous répondais sur l'immigration, vous vous sentiez à l'aise. Mais quand je vous réponds sur l'économie, vous êtes mal à l'aise. Pourquoi? Parce que vous savez que votre programme économique, c'est le même que la France insoumise et pas loin sur certains thèmes que celui du Parti communiste français. Et je me retrouve pas là-dedans. Mais parce que vous êtes totalement dans l'administration. Mais vous êtes sur la planification. Vous n'êtes pas... Donnez-moi des exemples. Vous voulez nationaliser des usines ou pas? Vous voulez nationaliser les usines ou pas? À chaque fois que... Attendez, Eric, laissez répondre Eric Chac. Premièrement, vous ne voulez pas réformer l'administration de ce pays. Vous ne voulez pas qu'on fasse des efforts. Oui. Où est-ce que vous supprimez? Où est-ce que vous réorganisez les services publics? Premièrement, on est en train de... C'est intéressant de savoir pourquoi. On va avancer. Juste, Ergun Parslan, moi je voudrais qu'on s'occupe aussi de vous un petit peu, parce que vous, en clair, si je comprends bien, la majorité présidentielle, vous préférez voter pour les équipes de Jean-Luc Mélenchon qui dit que la police tue, plutôt que pour celle de Marine Le Pen qui défend la police, par exemple. Alors, c'est pas exactement ça. Tout d'abord, il y a la partie... Il ne faut pas oublier les électeurs dans tout ça. Si les électeurs ont voté pour... N'oubliez pas les 42%. La NUPES, ils n'ont pas voté pour... C'est pas un chèque en blanc sur tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il y a des tendances. J'étais sur le terrain, c'est un chèque en blanc. Je voyais des gens, ils voulaient voter NUPES. Je leur ai sorti ce genre d'argument. Ils disaient, ouais, mais vous êtes gentils, mais nous, on n'est pas du tout là-dessus. C'est juste qu'on a une certaine sensibilité écologique, sociale. D'accord, donc on enlève ce qui ne convient pas, quoi. Non, mais c'est pas ça. On enlève les 42% du présidentiel. Il ne faut pas braquer les électeurs uniquement là-dessus. Et après, il y a les candidatures qui sont proposées par cette union-là, qui parfois peuvent porter, qu'on a combattu. Moi, j'ai combattu une candidate de la NUPES au premier tour sur le fond. C'est ce que comprennent pas les gens. Vous combattez, puis après vous appelez à voter pour eux. Excusez-moi, franchement, on comprend rien. C'est comme les Républicains qui combattent la majorité présidentielle et qui, au final, appellent à voter pour eux. Mais les gens n'ont plus envie de voter pour... Vous savez pourquoi? Il n'y a plus de nuance. Il n'y a plus de nuance. On leur dit... Avec vous, c'est clair. Il n'y a plus de nuance. On leur dit, NUPES, tous avec l'extrême droite, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On connaît l'histoire de l'extrême droite. Je suis désolé, c'est jamais pareil. L'extrême droite, c'est jamais pareil. La xénophobie, le racisme, c'est jamais pareil. Après, s'il y a des candidats de la NUPES qui sont antisémites, excusez-nous, oui, on va pas les soutenir. C'est ce que dit Olivier Grégoire. C'est ça le sujet. Attendez, comment vous pouvez... Il y en a ras-le-bol de traité de xénophobe, de raciste. 42% des Français. Vous êtes le parti qui a été le plus condamné dans l'histoire de la politique. Vous avez respecté un peu plus les Français. C'est les Français, moi je parle de votre parti. Le délit de réalité, c'est ça, monsieur. Vous savez, parce que mépriser et humilier les Français, vous l'avez fait depuis 5 ans. Et donc ceci, monsieur, ça fonctionne plus. Je fais toujours une différence entre vous et vos électeurs, c'est pas pareil. Libérez-nous de ces gens-là qui vous trahissent, qui vous méprisent. Libérez-vous de votre xénophobie, libérez-vous de vos... Mais monsieur, je suis pas xénophobe, monsieur. Vous êtes obsédé par les étrangers, vous êtes obsédé par les migrants. Libérez-vous de ça. Monsieur, la xénophobie, c'est quoi? C'est la haine des peuples. Je ne haïs pas les peuples, monsieur. Je préfère les Français bien avant aux étrangers. Pourquoi? Et ça me paraît du bon sens. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, quand il y a 10 millions de pauvres qui vivent avec moins de 1 000 € par mois, l'identité, c'est important. Quand il y a 450 000 étrangers qui peuvent être rentrés par an, j'estime que c'est trop. Et j'estime qu'aujourd'hui, il faut réguler nos frontières, comme tous les pays du monde le font. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous ne faire par idéologie, monsieur. Sauf que vous par idéologie avec l'Union européenne. Vous dites que l'identité, c'est pas important? Bien sûr que c'est pas important. L'identité, c'est la phénoménologie de l'esprit, c'est ça. L'identité, c'est pas important. L'identité française, c'est pas important. C'est pas pareil. Bah oui, c'est pareil. L'identité de quoi par la carte d'identité? Évidemment. Sauf que c'est parce ce qu'on est. L'identité française, c'est pas important. C'est ce qu'on fait. Vous n'avez pas de conviction, en fait. C'est ça. Mais non, je suis pas racialiste, je suis pas raciste, moi. Vous n'avez pas de conviction? Non, mais c'est vous qui en avez pas de conviction. Vous cachez
cachez derrière, l'identité, vous cachez ça vous derrière des intéresse pas. punchlines pour faire Mais oublier pas votre du histoire tout. politique. Votre Mais histoire pas du tout. politique, l'extrême droite Mais française. monsieur, ça fait 37 c'est ans que je suis dans ce mouvement la- politique, alors vous n'allez pas me donner de leçons, d'accord? Bah assumez alors. De leçons parce Assumez que vous êtes le parti je le n'ai rien plus condamné. assumé. Je suis d'un mouvement politique, croyez-moi, qui est digne, Assumez, qui est assumez. honnête et qui n'a aucun reproche à recevoir et pas de leçons à recevoir de votre part parce que nous ne représentons pas le peuple, on monsieur. continuera Nous à le défendons les combattre. Français. Et s'il y a Et d'autres candidats, heureusement s'il y a que d'autres nous sommes candidats encore face au là pour Rassemblement défendre les national, Français. même Heureusement qu'il y a des si on élus les comme nous. apprécie pas, s'il y a des candidats LR face au RN, Et vous, c'est bien. Mais c'est bien, s'il y a des monsieur. candidats de gauche, La on majorité soutiendra tous ces présidentielle gens appelle à face voter vous. NUPES. Vous appelez pour le Jamais- désarmement de la police. Vous jamais- appelez par la régularisation des jamais- clandestins. Vous jamais appelez à on ne voter pour le votera communautarisme. jamais une voix pour. Vous appelez à voter pour l'islamo-gauchisme. Très bien, Jamais monsieur, une les voix Français pour. le sachent. Jamais une voix pour. Le savent. Léon Desfontaines, vous acceptez, vous, les voix de la majorité présidentielle. En fait, vous dites la NUPES, on est ceux qui allons combattre contre la majorité présidentielle, mais vous acceptez les voix. En fait, comment vous voulez que les gens comprennent? Excusez-moi. Moi, ce que je veux, c'est que les citoyens ça me leur âme et désespère, en fait. conscience. Je remercie d'ailleurs pour la clarification des propos, parce que c'était un peu, en effet, le cafouillage pendant quelques heures, mais je remercie... Donc vous remerciez la majorité présidentielle d'appeler à voter pour vous? Et bien sûr, Bah, c'est parce super, que, vous et de êtes clarifier- super opposants. Et de clarifier, bien sûr, mais de Bah, clarifier oui. leurs propos Ah bah, vis-à-vis du Rassemblement national. Ça faisait trop longtemps maintenant qu'on disait que le Rassemblement national était un C'est le même parti système. comme les autres. Or, le Rassemblement national, et ça a été dit, a une histoire. Et cette histoire, si on la regarde de près, en effet, elle fait honte à la France et à ce qu'est l'identité française. Elle fait honte à la France. Mais vous voulez qu'on parle Bien du sûr. Parti communiste? Il n'y a aucun Vous voulez qu'on problème parle de de parler du Staline? Parti Vous voulez qu'on parle de communiste. Lénine? De la Vous voulez qu'on parle de retraite, M. Corbière, le système de retraite que vous défendez, le système de retraite que vous défendez, monsieur, il a été mis en place par Ambroise Croizat, maire communiste au sortir de la Seconde Guerre et de l'occupation. Le Rassemblement national, il est né il y a 5 ans, d'accord? Il est présidé par Marine Le Pen. Personne, D'accord. vous allez tromper. Et aujourd'hui par Jordan Marine Le Bardella. Pen, c'est le Front National. D'accord. Et moi, monsieur, ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans que je suis dans ce mouvement. Si ça avait été un mouvement raciste, Je crois qu'il avait 5 ans. je n'y serais plus. pas. Et je parle du Front 37 ou National, 5 ans. puisque Ah, vous faites très l'amalgame. Je suis dans cette famille politique depuis 37 ans. Si c'était un mouvement de racisme, je n'y serais plus, monsieur. Alors, Bah, vos vous insultes, mettez vous les bon gardez cause. pour vous. C'est pas parce que mettez bon cause. vous avez abandonné les ouvriers. C'est pas parce que nous sommes Nous ne devenus les le avons pas premier parti abandonnés. ouvrier de France. Je vais vous dire une que vous chose. devez râler, Je monsieur. vais vous dire une Votre chose. amertume, Le vous la premier gardez pour parti vous. des ouvriers, Et vous c'est n'insultez pas les l'abstention. Français. C'est l'abstention, monsieur. N'insultez le pas les premier Français, parti. monsieur. Je ne les insulte Vos pas. 0,5%, vous les gardez pour vous et vous en assumez la responsabilité. Et vous-même, vous l'avez dit, l'important aujourd'hui, la question que les Français doivent avoir en tête lorsqu'ils vont aller voter le 19 juin prochain, c'est 65 ou 60 ans. Si vous C'est des êtes gens pour la qui les réforme des défendront. retraites à 60 ans, il n'y a pas 36 000 Bonnet bulletins, blanc. il n'y en a qu'un seul. Bonnet c'est le blanc et vote. bonnet blanc. Et Bonnet vous, blanc et blanc vous venez de bonnet. dire, vous avez Que dit il y a vous quelques m'abusez. minutes, attendez, excusez-moi, Mélenchon, il y a quelques je vote minutes, pour vous avez toi, dit... Macron présidentiel, Macron vote pour moi aux législatives. Et bien sûr, Bonnet parce qu'il blanc, n'y a blanc, aucun il amalgame. est sénateur. Il y a C'est aucun peut-être vous le amalgame. problème. Vous êtes un homme du Faites un peu système. d'introspection. Vous êtes dans le C'est peut-être vous le système. problème. Vous êtes tous dans le système. C'est peut-être vous le problème. Rapide. C'est peut-être vous le problème, non La difficulté, vous soulevez 42%, vraiment. je crois pas. Je vais Eric Chalamand, autoriser rapide. aussi un mot sur le sujet. La difficulté que vous soulevez sur les consignes de vote tient précisément à la nature de la NUPES. Parce que la NUPES, c'est une transgression en réalité. C'est la gauche qui s'est rassemblée derrière son aile la plus radicale. Et la France insoumise, pour moi, sort pour beaucoup de ses cadres et de ses dirigeants de l'arc républicain qu'on définissait tout à l'heure. C'est comme si les Républicains et l'UDI s'étaient associés avec le Rassemblement national derrière Marine Le Pen. Pour moi, c'est exactement la même chose. Quand vous avez... Non, c'est pas une banalité. En faisant ça, vous avez fait une transgression extrêmement grave. Et du coup, ça pose évidemment un sujet pour les gens quand ils veulent soutenir au second tour, quand ils se posent la question, puisqu'on peut se dire, ah, mais tel candidat écologiste serait éventuellement soutenable, tel candidat socialiste, modéré, réellement universaliste, réellement laïque, pourrait être soutenu dans un duel. Mais comme la NUPES maintenant, et cet amalgame, et tout le monde se retrouve dans ce bloc, dont le leader épouse des thèses racialistes et pour la Russie, a des thèses ambiguës sur l'Ukraine, a des thèses ambiguës sur l'OTAN, a des thèses ambiguës sur l'économie. Bah évidemment, à partir de là, ça pose un vrai problème pour soutenir ces gens-là. Et vous avez été courageux de soutenir la France Insoumise dans votre circonscription. Moi, jamais j'aurais pu choisir d'appeler à voter pour un candidat de la France Insoumise. Même si j'entends que tel ou tel socialiste modéré peut être considéré comme un réel républicain. Allez, on va faire le CNews Info et puis on changera totalement de sujet juste après. On va parler de santé puisque Léon Desfontaines nous a demandé de parler de Justin Bieber. Je vous explique tout ça dans un instant. CNews Info avec Mathieu Rio. Au Royaume-Uni, le gouvernement britannique devrait expulser aujourd'hui ses premiers migrants clandestins vers le Rwanda. Un accord avait été conclu avec Kigali pour y expulser les personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni, quelles que soient leurs origines. La justice a annulé le départ de 23 migrants, seuls 8 devraient décoller aujourd'hui. La Lituanie va acheter 18 canons César. Le système d'artillerie
d'artillerie mobile français. C'est ce qu'a annoncé le pays hier. Ces canons vont considérablement renforcer les capacités de l'armée lituanienne, selon Vilnius. Face à la guerre en Ukraine, la Lituanie a décidé d'augmenter de 300 millions d'euros son budget militaire pour 2022. On connaît désormais le premier adversaire des Bleus pour le mondial de football 2022 au Qatar. Ce sera l'Australie. Les Socceroos se sont imposés contre le Pérou après une séance de tir au but. L'équipe de France les affrontera le 22 novembre prochain, mais devra d'abord faire le bilan de ses contre-performances en Ligue des Nations. On va parler santé, on va parler de Justin Bieber parce que vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et c'est assez impressionnant puisque Justin Bieber a révélé qu'il était paralysé d'une partie du visage à cause d'un virus. On va essayer de comprendre de quoi il souffre, mais tout d'abord, regardez un extrait de la vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux et honnêtement, ça fait peur. Salut tout le monde, c'est Justin. Je voulais vous tenir au courant de ce qui s'est passé. De toute évidence, comme vous pouvez le voir sur mon visage, je souffre d'un syndrome appelé syndrome de Ramsay-Hunt, dû à un virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux, ce qui a provoqué une paralysie de mon visage. Comme vous pouvez le voir, cet œil ne cligne pas. Je ne peux pas sourire sur ce côté de mon visage et cette narine ne bouge pas. Donc, il y a une paralysie complète sur ce côté de mon visage. Donc, pour ceux qui sont frustrés par mes annulations des prochains concerts, il est évident que je ne suis pas physiquement capable de le faire. On est en direct avec le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous. C'est quoi ce fameux virus syndrome de Ramsay-Hunt ? Alors le virus, c'est le virus de la varicelle et du zona. Donc le virus en lui-même, il n'est pas extraordinaire, c'est pas un nouveau virus. Ce qui est nouveau, c'est quand ça touche, et c'est étonnant, ça touche en général les personnes âgées ou les personnes un petit peu déficientes sur le plan immunitaire. Et c'est un espèce de zona. Vous savez que le zona du virus de la varicelle zona, c'est un virus qui se réactive. On a eu la varicelle dans l'enfance et on a un zona à l'âge adulte. Ça peut toucher tous les territoires. Et là, ça touche un territoire qui est un peu particulier, c'est le nerf facial. Théoriquement, le nerf facial, c'est un nerf moteur, donc ça ne devrait pas le toucher, sauf qu'il y a une petite branche de ce nerf, qu'on appelle le nerf de Ruysberg, qui est sensitif. Donc, comme ce virus, il aime les nerfs sensitifs, il donne à la fois une éruption comme un zona, avec des démangeaisons, avec tous les symptômes douloureux, mais aussi une paralysie. Et c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que ça se soigne, docteur ? Oui, ça se soigne avec des antiviraux. Avant, quand on n'avait pas les antiviraux, ça se soignait aussi. Souvent, ça pouvait régresser sans séquelles ou pas sans traitement. Maintenant, on a les antiviraux, ce qui améliore considérablement le pronostic. Et le plus souvent, il y a une régression quand même et il n'y a pas de séquelles parce qu'il peut y avoir deux sortes de séquelles. Le séquelle douloureux, alors ça c'est vraiment pénible, et puis une certaine persistance de la paralysie faciale. Tous les gens qui ont eu des paralysies faciales, mais qui sont dues à d'autres causes, savent bien que parfois ça régresse, la plupart du temps ça régresse complètement, et parfois pas tout à fait. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka. Merci d'avoir été en direct avec nous pour nous apporter ces précisions. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Merci pour votre fidélité. À demain. Bye bye.